Et oui, est-ce le bon moment pour décrocher de nos écrans? Pour 82% de nos auditeurs, oui, c'est le bon moment. Et il y a quand même 18% qui restent vissés à leur téléphone. Mais c'est bien normal aussi. Pourquoi vous pose-t-on cette question après tout? C'est pas seulement une question de vacances, c'est parce que c'est un problème de santé publique. La surconsommation des écrans, la nouvelle addiction. On en parle avec nos invités. Anne Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes psychologue, clinicienne, présidente de l'association Alerte Écran. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec le docteur William Lovenstein. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes addictologue et président de SOS Addiction. Si vous le permettez, Anne Lefebvre, j'aimerais juste commencer avec William Lovenstein. Est-ce que la consommation des écrans est devenue une addiction, une drogue comme une autre ? Une addiction comportementale, oui, absolument. Qui pose un problème de santé publique. On l'a découvert quand ? Oui. Écoutez, depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte sur des simples facteurs comme celui du temps que la plupart des personnes augmentaient leur consommation, pour reprendre le parallèle avec une drogue, mais que surtout les consommations étaient de plus en plus intenses et précoces, et que pour le développement cérébral, ce temps libre d'imagination, de rêvasserie, de mouvement, eh bien plus l'usage était précoce, plus l'usage était intense, plus il pouvait avoir des conséquences sur le développement neurocérébral. Et ça, c'est un des sujets justement que vous soulevez, Anne Lefebvre, avec l'association Alerte Écran, c'est que de plus en plus d'enfants ont tendance à consommer des écrans sur le téléphone de leur maman, par exemple. En général, ça commence à quel âge aujourd'hui ? Ça peut commencer à quel âge ? C'est donné comme un hocher maintenant, les smartphones des parents, dans toutes circonstances où l'enfant doit rester calme, qu'il doit attendre. Et donc ça crée évidemment un processus addictif parce que un attrait, une surstimulation audiovisuelle qui capte totalement l'attention grégienne de l'enfant. Et une fois qu'il a découvert cet objet-là, il a beaucoup de mal à ne pas y retourner. C'est ça. Ça crée William Lovenstein parlait justement d'un problème d'un problème de développement neuronal. Anne Lefebvre, ça peut avoir quoi comme conséquences très concrètes si on donne trop souvent l'écran à l'autre type ? En CMP, en pédopsychiatrie, c'est des enfants qui sont totalement surstimulés, c'est-à-dire qu'ils passent dans la première année, deuxième année de vie, des heures entières, sachant que quand on est petit comme ça, le temps d'éveil est quand même très limité, donc ils consacrent tout leur temps d'éveil sur des objets tactiles, tablettes tactiles ou smartphones. C'est des cas extrêmes, mais c'est des cas qui nous préoccupent énormément et pour lesquels les parents n'ont pas l'information complète du risque au niveau du développement cérébral. Et est-ce que c'est plus grave Est-ce que c'est plus grave d'être donc sur ces smartphones ou sur ces tablettes que devant la télé ? Il y a des parents qui laissent leurs enfants devant la télé, c'est une sorte de babysitter. Le problème devant la télé, c'est qu'on peut être avec un adulte devant la télé et parler du contenu. On peut aussi y être seul, mais on est bien d'accord. Alors, il y avait dans le rapport de l'Académie des sciences mention que c'était moins toxique d'être avec des écrans interactifs, sauf que si on y est seul et des heures, c'est tout aussi toxique, évidemment, parce que ça fait un bombardement neurovisuel, audiovisuel, et que ça concerne les aires occipitales, celles qui commencent, pour lesquelles la maturation commence. Exactement. Et ça dure très longtemps sans même qu'on s'en rende compte, tout simplement. Tout à fait, sans s'en rendre compte, parce que l'enfant apparaît calme. Oui, on apparaît calme. William Lovenstein, Éléonore le disait à juste titre, pendant de nombreuses années, avant qu'on découvre et popularise les téléphones intelligents, les smartphones, le fait de regarder trop la télé était communément vu comme une certaine addiction. Qu'est-ce qui a changé avec les ordinateurs et les portables ? Je crois que le plus important, c'est cette surstimulation. C'est-à-dire cette immédiateté, cette hyper-rapidité, cette consommation incessante, ce qu'on va retrouver dans les addictions, le fait que ça ne s'arrête jamais. Ça peut être du 24 heures sur 24, y compris avec les troubles du sommeil. Et puis un petit message, puisque l'émission s'appelle Les routes de l'été, oublions pas du côté adulte qu'une des causes de mortalité sur la route de plus en plus élevée est l'envoi de SMS ou la consultation de ces SMS au volant.
Hein, c'est vraiment à bannir complètement lorsqu'on est conducteur. Oui, c'est très très dangereux. C'est encore plus dangereux que passer un coup de fil qui est déjà interdit, je le rappelle, sauf Exactement. avec un kit main libre. William Lovenstein, quel effet ça a sur les adultes? On parle de développement chez les enfants. Ouais. Imaginons moi qui ai entre 30 et 40 ans, à la louche. Combien d'heures je peux me permettre de consacrer sur mon téléphone ou sur mon ordinateur? Alors, on va dire en période habituelle ou en vacances? Alors d'abord en période habituelle. On va parler du sevrage justement et des vacances après. Ça va dépendre beaucoup de votre travail et de votre usage professionnel. Et c'est pour ça que justement les vacances permettent un ensemble favorable pour décrocher ou du moins ralentir. Mais il est clair maintenant qu'un adulte qui passe pas 3 heures ou 4 heures sur son smartphone ou sur ses écrans, entre son travail, ses connexions, ses alertes, etc., ça devient quasiment exceptionnel. Oui. Là, l'ensemble favorable quand même des vacances, c'est évidemment par définition, du moins faut l'espérer, pas de travail, mais être aussi en famille. Donc on n'est pas de garde à essayer de savoir ce qui se passe à l'école ou en sortie, etc. Et puis surtout avoir cette forme de temps libre pour regarder, redresser la tête, hein, parce que là, l'homme est en train de s'affaisser, hein, de se courber à force d'être sur ses écrans. Il baisse les yeux, en tout cas. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va perdre des centimètres avec le dos courbé et le cou complètement également courbé. Vous en êtes persuadé sur la longueur ou ça reste une boutade? Regardez un peu le syndrome du canapé, quoi. Comment les gens sont installés et comment parfois dans des soirées, même ensemble, ils sont tous sur leur smartphone, encore une fois, assis, courbés, avec les risques que ça entraîne d'ailleurs, de manque d'activité physique, sédentarisation, sédentarisation, etc. Or, en vacances, outre le fait de ne pas travailler, on peut regarder la mer, le verre, les étoiles, et puis surtout bouger, refaire des activités physiques, bref, sortir du canapé et se redresser. C'est ça, et faire de l'exercice. Anne Lefebvre, à partir de quel âge peut-on considérer qu'il n'y a pas de risque pour le développement d'un enfant d'avoir ou de consulter un écran ? Je dirais qu'il y a des périodes critiques dans le développement, donc la toute petite enfance et l'adolescence, où il y a des remaniements cérébraux très très importants avec des désagages synaptiques et des restructurations qui sont liées à la maturation cérébrale. Et c'est 2 âges quand même à risque. Donc la période la plus tranquille, si on est raisonnable, c'est la période des apprentissages scolaires en primaire. Mais il faut être raisonnable, c'est-à-dire que ce qui est recommandé quand même, et on est loin de ces pratiques-là, c'est pas plus de 2 heures quotidiennes. Et beaucoup de parents qu'on accompagne finissent par dire nous en semaine, quand il y a école, on met pas d'écran et il faut modérer du coup les consommations pendant les week-ends et les vacances. Quel type de pas d'écran dans la chambre William Lovenstein des enfants? Pas de télé, pas d'écran, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Voilà. C'est des recommandations internationales. William Lovenstein puis Anne Lefebvre. Oui, avant 12 ans, pas d'écran personnalisé dans la chambre parce que un des problèmes auxquels nous sommes également confrontés, c'est le choc de la découverte des images pédopornographiques ou pornographiques d'ailleurs sur les smartphones par des enfants qui ont 6 à 7 ans. Et ça, c'est d'une violence extrême. Les études ont montré que ça avait quasiment équivalence d'abus sexuels physiques. Ça peut être très très grave. Attention, là on est vraiment largué et depuis l'apparition des smartphones, c'est devenu catastrophique. Donc du coup, pas de consultation libre d'un écran et autonome avant la puberté. Non, vraiment. Et quand il y a cet apprentissage des écrans, puisque j'ai envie de dire comme l'électricité, l'avion, la voiture, ça fait partie de notre vie. Il faut pas rêver, on peut pas enlever tout ça. S'il y a donc une forme d'apprentissage, le mot principal, c'est accompagnement. Il faut que les parents soient là dans les âges critiques. Et surtout qu'ils ne se servent pas de l'écran pour se reposer pour se reposer. Tiens, question d'Éléonore de Vulpillard pour vous, Anne Lefebvre. Oui, les parents qui consultent votre association, quels sont les troubles, quels sont les problèmes, les dommages qu'ils vous rapportent, des problèmes que les écrans causent à leurs enfants ? Alors, je dirais notre association, c'est plutôt une association d'appui pour les parents. Donc, eux, ils sont dans une demande de
comment gérer ça au quotidien, et ça dépend de chaque famille. Après, en consultation, là, on reçoit des jeunes pour lesquels la question des écrans devient extrêmement problématique et pour lesquels les parents sont en incapacité de gérer. Alors, soit parce qu'il y a des consommations trop tôt, soit à l'adolescence, parce que les parents ont du mal à gérer les surconsommations à l'adolescence. Et ça devient extrêmement conflictuel et c'est un sujet qu'on n'arrive pas à aborder en famille. Justement, ça c'est l'attitude, enfin les problèmes qu'on peut avoir à l'adolescence qui ont l'air vieux comme le monde, mais qui s'aggravent apparemment avec cette consommation d'écran et qui se cristallisent. Restez avec nous. William Lovenstein, je rappelle, vous êtes addictologue et président de SOS Addiction. Restez avec nous également Anne Lefebvre, psychologue clinicienne, présidente de l'association Alerte Écran. 0826 300 300, même un téléphone avec un combiné et un cadran. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'écran dessus, vous nous appelez. Est-ce que vous n'arrivez pas à aider vos enfants à décrocher de leurs écrans? Est-ce que vous-même, vous êtes en vacances, vous n'arrivez pas à décrocher? Venez nous dire justement ce que vous en pensez, comment vous le vivez, et venez aussi poser les questions, vos questions à nos invités qui vous donneront conseil. On se retrouve dans quelques instants sur les routes de l'été avec cette question d'été. Sud Radio, les routes de l'été, on est ensemble jusqu'à midi avec Éléonore de Vulpillard. Dans quelques minutes, on vous emmène dans la région qu'on a décidé de découvrir avec vous pour ces routes de l'été d'aujourd'hui. On sera en Corse avec l'ami Vincent Ferniaud qui est sur le terrain pour Sud Radio. Mais avant ça, notre question d'été, Éléonore de Vulpillard. Est-ce le bon moment pour décrocher de nos écrans? Pour 80% de nos auditeurs, oui, c'est le bon moment, tandis que 20% pensent que non. Mais oui, mais en même temps, c'est difficile. On en parle avec nos deux invités. Anne Lefebvre, psychologue clinicienne, présidente de l'association Alerte Écran, et William Lovenstein, addictologue et président de SOS Addiction. 0826 300 300, justement, on vous donne la parole sur Sud Radio. Venez témoigner que vous arriviez ou non à décrocher. Comment vous gérez l'envahissement des écrans dans votre vie quotidienne ou en famille? Hakim, bonjour. Bonjour les gens de Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio, Hakim. Vous nous appelez de Seine-Saint-Denis. Pas d'écran dans votre famille? Vous avez des enfants? Comment ça se passe? J'ai 3 enfants, ils sont grands, mais ils sont grands maintenant, ils n'ont pas grandi spécialement avec des téléphones. Enfin, c'était les premiers qui arrivaient, vous savez, les téléphones avec les antennes de 4 mètres de long, Motorola. On les a eus, ça c'est notre génération. Absolument. Voilà. Comment ça se passe? Racontez-moi, tiens, concrètement, et à nos invités, c'était quoi les règles que vous avez instaurées avec vos enfants et avec les écrans? Eh ben, il y a un ordinateur, il est dans le salon et c'est le seul qu'il y a. Voilà. Téléphone, ils en ont eu à quel âge? Personne. Ils en ont eu quand ils étaient grands, quand ils sont rentrés pour ma fille à l'université et mes 2 fils quand lui qui est parti à l'armée et l'autre qui a fait sa vie, quoi. Quand ils sont devenus adultes, même pas avant. Et que ça se passait pas chez moi, parce que moi je vais vous dire une chose, je nous trouve en général trop indulgents avec les gens qui collent des téléphones aux enfants. Moi je trouve ça complètement irresponsable, parce que quand vous voyez même, sérieusement, dans les transports, parce que moi je conduis pas, mais je prends beaucoup les transports, que ce soit les transports du quotidien ou plus longue distance. Honnêtement, maintenant, la mode, c'est quoi? C'est je mets mon haut-parleur, je joue à mon jeu vidéo, j'écoute la radio, et je fais même pas gaffe à ce qu'il y a autour. Non. Et quand vous faites la réflexion à un adulte, mais je vous envoie bouler, quoi. Je vous dis pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai dit dans le bus à une dame qui était assise en face de moi, t'es le haut-parleur à fond, j'ai dit mais madame, vous avez pas d'écouteurs? Et je ne vous répéterai pas ce qu'elle m'a dit, quoi. Je vous répéterai pas ce qu'elle m'a dit. Mais non, vous le ferez pas, parce qu'on est bien élevé sur Sud Radio. Parlons vrai, mais parlons bien. Merci beaucoup, Hakim. Mais je vous en prie, très bonne journée. Passez une bonne journée et déconnectez surtout. La radio, en revanche, c'est pas une drogue. Surtout Sud Radio. William Lovenstein est toujours avec nous, en compagnie d'Anne Lefebvre. On est trop indulgent, en règle générale, avec les gens qui collent des écrans devant leurs enfants ou pas? Ça a remplacé quasiment la nounou, l'occupation, et vous le disiez même, l'écran télé. Et on le voit aussi bien dans les transports en voiture, bien évidemment, les autres transports, mais aussi, par exemple, au restaurant, pour que les enfants soient calmes. Oui. On leur colle dans les mains le smartphone ou la tablette. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Et pendant que les adultes se racontent, je l'espère encore, quelques histoires et échangent, oui, l'enfant rentre dans son monde avec cette nouvelle nounou. Cette nounou digitale et impersonnelle qui lui fait en plus du mal sans qu'il s'en rende compte. Anne Lefebvre, imaginons que j'ai par exemple une sœur ou alors un frère qui a des enfants et qui devant moi colle systématiquement des écrans devant leurs enfants pour qu'ils se calment. Comment j'aborde la question ?
Je pense que ce qui est délicat, c'est qu'il y a chaque famille a son style et que la grande difficulté pour sortir des propositions d'écran, c'est de proposer d'autres activités aux enfants. C'est d'être disponible pour les enfants et de leur faire découvrir d'autres types d'activités. On oublie trop facilement qu'on est une génération qui a vécu sans les écrans et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur dans les enfances. Oui. Donc il y a des promesses de plaisir avec des jeux de société, avec des jeux en extérieur, avec des lectures à voix haute, avec des activités sportives créatrices, etc. Mais il faut que les adultes soient disponibles pour faire découvrir ces activités aux enfants. Et quel ton j'emploie, moi qui ne suis pas médecin, quel ton je peux employer avec mes proches qui pourraient avoir cette mauvaise habitude? Je pense qu'il faut montrer l'exemple, c'est-à-dire créer une situation où on va proposer autre chose aux enfants qui sont là et leur montrer que c'est très agréable de faire autre chose, d'être en lien avec des adultes et ça marche tout seul, assez spontanément. Il n'y a pas besoin de les coller devant l'écran pour les calmer. Et voilà, exactement. Éléonore. Et Anne Lefebvre, avez-vous observé une influence de la pandémie sur justement cette addiction aux écrans, sur ce phénomène? Est-ce que ça l'a accru? Alors je dirais que la pandémie, c'était un effet assez paradoxal. C'est-à-dire que certaines familles se sont retrouvées parce qu'elles étaient enfin disponibles les unes aux autres. On a vu des enfants bien progresser et profiter de la présence un peu durable de leurs parents. Et puis dans d'autres situations, on a vu par exemple des familles qui étaient toutes malades et qui mettaient leurs enfants devant les écrans toute la journée et qui étaient avec un temps d'écran complètement... D'ailleurs, c'était connu et on disait aux parents de faire ce qu'ils pouvaient. Voilà. Et pour les ados, c'était pour pas être dans un huis clos avec les parents, je passe je passe ma nuit devant les écrans et je dors dans la journée. Comme ça, je croise personne. Dans la journée, ils étaient aussi sur leurs écrans pour les cours à distance, par Zoom, etc. Alors, oui, décrochés complètement. Oui. Où c'était extrêmement difficile. Ça a été une catastrophe. Nous, on pense qu'il y a une responsabilité collective, y compris des développeurs et des pouvoirs publics, pour donner des campagnes d'information un peu claires sur ces risques. Et justement, il faut avertir. Sur les écrans. William Lovenstein, parlons mécanique. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que je suis devant un écran et que je suis en train soit de jouer, soit de lire quelque chose, j'y reste scotché? C'est quoi le mécanisme? C'est celui qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire celui du plaisir, mais pour être un peu plus précieux, pardonnez-moi, de la neuroexcitation. Et pourquoi ça m'excite plus, par exemple? Imaginons que je lise L'Équipe. Les vacances, on les a passées avec l'Euro de football. Imaginons que je le lise sur mon smartphone. Est-ce qu'il y a une différence avec le journal? Déjà, oui, d'un point de vue tactile, même si on peut regretter que le format de L'Équipe se soit réduit par rapport aux années glorieuses. Mais bien sûr, déjà, lire, toucher, c'est un peu comme l'écriture manuscrite, vous voyez, par rapport à l'écriture digitale. On perd vraiment un certain nombre de sensations extraordinairement intimes. Après, on est quand même dans la lecture, et il ne faut pas rêver, de plus en plus de jeunes maintenant ne lisent que sur leur smartphone. Simplement, ils lisent les titres, les 3 premières lignes, et puis rarement ils lisent tout l'article. Donc il y a une vraie perte, vous voyez. Mais puisqu'on parle d'équipe, permettez-moi de vous dire que parmi les problèmes que je vois en consultation chez les ados, mais aussi chez les adultes, il y en a un qui s'est développé de façon extraordinaire depuis quelques années, c'est celui des paris sportifs, pour lequel autre forme d'addiction d'ailleurs. Pour lequel et surendettement et vraiment là aussi bien pour parier sur la 3e division dans le championnat de Thaïlande que sur le volleyball à Istanbul, vous voyez. C'est ça. Donc là vraiment. Les paris sportifs, le poker, notamment le Texas Hold'em en ligne, il n'y a pas que les jeux vidéo chez les ados. Et là aussi, il faut que les adultes fassent attention parce que ça accroche avec cette neuroexcitation. Encore une fois, L'Équipe, on a son temps pour tourner les pages si on le lit. Là, on est comme dans un casino, pire qu'à Las Vegas, ça n'arrête jamais, et c'est tout le temps plus rapproché. Donc c'est vraiment de la dopamine par jet successif. Avec une récompense sans même qu'on s'en rende compte. Anne Lefebvre, parlons du sevrage. Vous, c'est votre spécialité. Parlons du sevrage des enfants. Imaginons que j'ai un enfant de 5-6 ans, que j'ai pris la très mauvaise habitude de le mettre tout le temps devant un écran pendant des heures par jour, et comme ça, il était plus sage. Qu'est-ce qui se passe d'abord en général quand je l'en prive?
Ça peut être de la grosse protestation, des grosses colères, des crises difficiles à gérer, un gamin qui va aller chercher répétitivement l'objet de son addiction. Et puis ensuite, ça se calme si on tient 3 semaines à mois. Donc, et si on propose d'autres types d'activités aux enfants. Ça fait 3 semaines de colère, quoi. De colère itérative. C'est presque aussi compliqué avec un gosse de 6 ans que si on essayait d'arrêter de fumer, quoi. Ah, bien sûr, c'est compliqué parce que c'est devenu une addiction comportementale et puis qu'ils n'ont pas découvert les autres types d'activités, en particulier tout ce qui est tactile ou le corps dans l'espace. C'est ça. Tactile au sens riche, au sens du 3D, pas au sens de juste mettre le doigt sur un écran. C'est ça. Qui est extrêmement pauvre. En 3 dimensions, du coup. Le vrai tactile. Anne Lefebvre, est-ce qu'on peut vous parler de retard de développement, notamment neuronal? Est-ce que ça se rattrape si jamais on se sève ou malgré, si jamais ou ça se rattrape jamais? Dans notre expérience, ça se rattrape si on n'est pas resté trop durablement sur les écrans sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc c'est relatif. Après, le développement il est en cours, c'est-à-dire qu'un enfant qui présente un trouble neurodéveloppemental par ailleurs qu'on va découvrir petit à petit, ça peut expliquer son accrochage aux écrans. Et là, c'est plus compliqué pour récupérer totalement les effets qu'on a produits. William Lovenstein, c'est pareil pour les adultes ou pas? Oh oui, ça se récupère. J'ai envie de dire que là, l'histoire devient en effet celle de trouver les substitutions, les reprises d'activité, les respirations, comme je le disais, peu cette façon de se redresser. Mais c'est horriblement plus compliqué, je le conçois, vous voyez, pour les petits, qu'on a habitués, par exemple, à manger avec un écran devant. Vous voyez, au lieu de faire l'avion, comme jadis, c'est pour la 2000e fois le même petit dessin animé, quoi. C'est ça. Et l'enfant va pas manger s'il l'a pas. Idem pour l'autre fondamental de l'existence, qui est quand même l'endormissement. C'est-à-dire s'endormir avec une tablette. Les parents racontent plus d'histoires ou font plus l'effort de l'accompagnement et endorment les enfants avec les tablettes. Donc quand vous avez 2 fondamentaux comme l'alimentation et le sommeil qui sont devenus complètement corrélés, pour pas dire dépendants des écrans, là, oui, il y a du travail de correction et de substitution. Sans compter que la lumière qui est utilisée pour allumer les écrans a tendance à repousser notre endormissement. C'est ce que disent aussi les spécialistes du sommeil. William Lovenstein, un adulte qui essaye de se sevrer, qu'est-ce qu'il ressent? Je passe de 5 heures, imaginons, je passe de 6 heures d'écran par jour sans m'en rendre compte à 0. Et que je ne suis pas forcément en vacances. Les premiers jours, vous faisiez un peu le parallèle avec le tabac. J'ai envie de dire, il va y avoir les mêmes pensées obsessionnelles. Arriver à bouger sans avoir son téléphone avec lui, comme si c'était son paquet de cigarettes, vous voyez. Il va y avoir également les mêmes symptômes psychologiques qui sont souvent faits d'impatience, fébrilité, voire irritabilité par rapport aux autres, et parfois même des troubles du sommeil. Donc il faut expliquer un petit peu ce qui va se passer, qui n'est pas horriblement méchant, trouver des règles de conduite, c'est-à-dire bien évidemment enlever toutes les alarmes, se dire que le monde peut être quand même en termes de communication connu en faisant juste un coup d'œil matin et soir, ne plus être sur les réseaux 24 heures sur 24, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et les autres. Donc de limiter tout ça. La plus grande difficulté pour nous en consultation se retrouve dans 2 situations addictives comportementales, celles que j'ai évoquées, les paris sportifs, mais aussi, hélas, les addictions cyberpornographiques. Et ça, c'est aussi une autre forme d'addiction, sans parler des conséquences qu'elle peut avoir sur les tout petits. On peut plus s'en passer quand on tombe dans le porno sur Internet, quoi. C'est ça? Exactement. C'est une consommation effrénée qui parfois déborde pendant les horaires de travail, qui évidemment envahit la vie privée, et parfois un drame quand l'un des membres du couple découvre ce que la personne regarde comme ça depuis des heures et des heures avec le fameux historique qu'il a oublié d'effacer ou qu'elle a oublié d'effacer. Sont des situations délicates
parce qu'elle mêle à la fois l'addiction et puis aussi des questionnements sexologiques. Et c'est bien de travailler avec des sexologues sur ce sujet des cyberaddictions sexuelles. C'est le problème aussi de l'intimité. Merci beaucoup, William Lovenstein, addictologue, président de SOS Addiction. Merci à vous, Anne Lefebvre, psychologue clinicienne, présidente de l'association Alerte Écran. Vous nous écoutez peut-être pendant les vacances. Le meilleur moyen et le meilleur moment pour se sevrer, en général, que ce soit d'ailleurs la cigarette, les écrans ou autre chose, c'est de changer d'univers et de changer d'activité. Profiter des vacances. On vous posait cette question, Éléonore de Vulpillère. Et oui, la question était, est-ce le bon moment pour décrocher de nos écrans? Et on est resté sur 80% de oui et 20% de non. Donc une grosse majorité de personnes qui pensent que c'est le moment. Et le problème, c'est que c'est souvent, pour tout le monde, y compris nous-mêmes qui vous parlons sur Sud Radio, c'est souvent aussi une bonne résolution qui est difficile à tenir.